merci d'être avec nous. Il est 12h30 exactement. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h comme tous les jours du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant Pascal Archimède. Bonjour. Bonjour, Dani. Il est correspondant de Nofi. Il va nous expliquer ce que c'est que Nofi. Il est aussi auteur d'un ouvrage qu'il faut avoir lu. Si vous voulez connaître l'histoire de l'Amérique noire des plantations au rap, c'est très important. Et il est aussi directeur commercial d'une boisson non alcoolisée. On va en parler tout à l'heure. On va recevoir un peu plus tard deux psychologues, Karine Berlieu et Jonathan Lacavé. On parlera avec eux justement de la situation post-Covid. Et puis plus tard, viendra sur le tapis Monsieur Divial et Koussakonik et Damiso et Yanis Noubias. Avec lui, on va parler de la start-up Isocan. Et avant, on aura un juriste aussi du centre Caro, qui s'appelle Solène Balaguet. Voilà un peu le sommaire. Sinon, l'information, c'est la venue en Guadeloupe du professeur Boucher qui est venu réaliser pour la première fois une thrombectomie. Il va en parler, la thrombectomie au CHU. Justement, en parlant du CHU, on annonce le départ de Gérard Cotellon. Il sera nommé ARS à La Réunion. On avait annoncé ça il y a déjà plusieurs mois, mais ça se confirme. Problème sanitaire, remontée de fosses septiques à la résidence de Petit Caillou. Les habitants ne sont pas contents et ils patauchent dans des eaux usées. Ça sent mauvais là-bas. Et donc, ils ont pris mot avec Vianney Valverde qui expliquera un peu ce qui se passe. Madame Mère Esther, c'est encore une Sainte-Annaise et c'est encore une centenaire. Décidément, on vit beaucoup plus longtemps à Sainte-Anne qu'ailleurs en Guadeloupe. En l'espace de 2 semaines, 3 centenaires à Sainte-Anne. Est-ce qu'il faudrait vivre là, en bas là, ou vivre plus longtemps? Ben, c'est une question qui mérite d'être posée. Il y avait un tournoi de futsal ce week-end avec Nivadaï. Et donc, Vianney Valverde était là. Et la mobilisation au centre des ERL de Bémao pour les enfants, pour les handicapés. Voilà, on a tout dit. Nous sommes avec vous, mais tout de suite avant, le proverbe du jour, comme chaque jour désormais, vous avez droit, vous ne pouvez pas compter 6 à les autres pour dormir. Bien sûr, vous avez tout compris. Il faut apprendre à ne compter que sur soi-même, être maître de son destin. On même dit, pas compter les 6 à les autres pour dormir et pas compter les jambes à les autres pour courir aussi. C'est un proverbe très réaliste. En passant aussi Pascal Sakadi, on va compter en les les autres pour dormir. Non. Il faut pas te demander vers ça qu'a fait songer que dernière fois là nous bourrer. Oui. Ou te demander moi juste mon proverbe inventé dit sky is the limit. Donc oui. Ça va dans le même état d'esprit. Oui. C'est la limite. Faut pas te demander. Alors justement Pascal, merci d'être avec nous. Alors il y a 3 ans exactement, Pascal Archimède avait produit et nous avait fait parvenir cet ouvrage, Histoire de l'Amérique noire, des plantations de la culture rap. Alors, c'est l'œil d'un Guadeloupéen, d'un afro-descendant sur la culture américaine, sur l'histoire américaine, sur la presse américaine, sur l'école, sur la musique, les plantations, puisque souvent nous recevons des ouvrages réalisés par des Américains, des Afro-Américains, comme on les appelle, mais c'est intéressant d'avoir le regard d'un Guadeloupéen, d'un afro-descendant sur cette Amérique noire. Alors, Pascal, comment vous avez vécu votre passage aux États-Unis? Parce que pour écrire un ouvrage sur les États-Unis, il faut avoir vécu là-bas. Ouais, alors les 3 dernières années, j'ai vécu là-bas justement. Donc l'ouvrage, il est sorti d'abord à Paris. Donc en fait, en gros, le pitch, entre guillemets, c'est qu'à chaque étape de leur évolution sur le sol noir, sur le sol américain, la communauté noire a créé un type de musique qui reflétait autant leur évolution sociale et économique que leur état d'esprit. Oui. Donc, en fait, dans ce livre, je suis parti des work songs, donc des chants de travail sur les plantations, et j'ai traversé, en fait, 400 ans d'histoire pour arriver au rap aujourd'hui. C'est ça. Alors, mais aujourd'hui, quelle est la musique dominante chez les afro-descendants? Le jazz ou le rap? Le rap, même pas seulement chez les Noirs américains, mais aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, le rap est la musique la plus consommée, la plus streamée, la deuxième musique la plus streamée. Après, si je ne me trompe, après le rock and roll, qui le rock and roll aussi entre guillemets est une musique qui a été inventée par des Noirs. Alors dans une interview qu'il avait faite un peu avant de mourir, James Brown disait qu'il avait commencé lui aussi à faire du rap. Ah ben oui, ils s'y sont tous mis. Hein. Oui. Ils s'y sont tous mis. Papita qui dernièrement j'écoutais un morceau de Desvarieux, oui. Mais c'était qu'à rapper aussi. Jacob, t'es capable de rapper aussi. Comment il s'appelle? Black Mose. Radio Mobitel, Isaac Hayes. C'était déjà en fait, c'était déjà du rap. Oui.
Alors, comment vit aujourd'hui, parce que la communauté afro-descendante, puisque il y a une période où les afro-descendants voulaient retourner en Afrique, au Libéria par exemple, et aujourd'hui, est-ce qu'ils se sont stabilisés, disent que finalement, l'Amérique is out? Ah ben, tu sais quoi, tu as en fait différentes en fait pensées, différents courants de pensée. Oui. Tu en as effectivement, il y a un retour depuis justement 2019, donc il fêtait en fait les 400 ans d'arrivée des premiers Noirs sur le sol américain. Et tu as eu en fait des échanges notamment avec le Libéria où tu as eu des stars, des stars qui justement se sont vus remettre un passeport en tant que citoyen libérien. Mais bon, après, ça reste symbolique. Ça reste symbolique. Ouais. Parce qu'en fait, les Noirs américains. Alors, l'autre question qui se pose souvent pour nous ici, c'est voir quand même que les Afro-Américains là-bas, économiquement, ils commencent progressivement. Bon, bien sûr, il y en a qui galèrent toujours, mais il y a, quand on voit par exemple le directeur d'Ebony, pour donner un exemple, comment progressivement il a réussi, et sans compter les acteurs noirs américains. On ne va pas parler de qui n'a mis Ifté Bougon-Tap là. Will Smith, oui, mais bon. Non, c'était étonnant. Enfin, la communauté afro-américaine là-bas, comment elle vit son quotidien? Tu sais quoi, je dirais qu'ils s'organisent de plus en plus. Économiquement, je parle. Oui, mais c'est de ça que je parle. Je parle économiquement, en fait, ils s'organisent. Il y a toute une espèce de dynamique autour de tout ce qui est entrepreneurial, la question entrepreneuriale. En plus, ils ont leurs propres médias pour promouvoir les activités. Donc, en fait, ils s'organisent de plus en plus. Quoi. Oui. Et il y a autre chose, c'est qu'au niveau scolaire aussi, il y a de plus en plus d'écoles. On ne va pas dire que ce sont des écoles ségrégationnistes à l'envers, mais des écoles où la culture afro-américaine est particulièrement mise en avant. Mise en avant. Je te donne un exemple tout bête. Moi, j'ai vécu 3 ans à Miami. Ma fille, en fait, quand elle était en 6e, elle était dans une école principalement noire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, parce qu'eux font le système de quotas, donc ils savent exactement qui est qui. Au sein de leur école, et était dans une école où 85% de la population, enfin 85% des élèves étaient noirs et n'ont pas de souci avec ça. Et je crois que l'école portait justement le nom d'un héros noir. Les contenus aussi sont... Le contenu n'est pas forcément dirigé puisque c'est le contenu national, mais par contre, disons qu'il y a... Il y a des petits focus sur des clins d'œil sur l'histoire en fait des Noirs. Les Noirs américains, et ça c'est important. Et est-ce qu'on ressent toujours, je ne veux pas dire l'apartheid, mais le racisme aux États-Unis? Alors ça dépend où tu es. Moi j'étais à Miami, donc c'est une ville vachement... c'est un melting pot. Guadeloupéen. C'est un melting pot, donc j'ai pas eu ce genre de problème. Par contre, j'étais en contact avec des gens qui vivent un peu plus à l'intérieur des terres. Et là, par contre, je t'ai raconté moi des histoires, ça tendu quoi. Ça tendu. Et j'étais là à l'époque de George Floyd, donc j'ai suivi tout le truc du début à la fin. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et est-ce que, en arrivant aux États-Unis à l'époque, tout de suite après le départ de l'ancien président black américain, est-ce qu'on a senti un changement quand même? Alors, d'un point de vue économique, il faut dire que, vu que Trump, lui, parce que j'essaie toujours de voir le bon et le mauvais, Trump, vu que de toute façon, Trump, c'est un homme d'affaires, à partir du moment où tu rentres sur le sol américain, que tu es là pour du business, tu payes moins de charges, etc. De ce côté-là, ça peut être intéressant. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des groupes ethniques, c'est pas la bonne quoi. C'est pas la bonne du tout. Même à Miami, tu as senti ça? Même à Miami, tu as senti ça? Tu es souvent dans la région là, ça? Mais c'est Nyon casse pas des là. Même au niveau des États-Unis, en fait, le truc, c'est qu'il a donné plus de droits à sa force armée, c'est-à-dire police et militaire, ce qui fait qu'en fait, c'est Bougatti qui a permis de tuer des bitins, et on a bien vu que sous son mandat, il y a eu pas mal d'excès, il y a eu pas mal de violences policières qui ont été dénoncées d'ailleurs. Et globalement, avec Biden, le changement, on le ressent vraiment? Bon, vous savez, en fait, moi, je ne crois pas en l'homme providentiel. Donc, on parle là qu'à attendre. Mais justement, ça revient par rapport à ce que tu disais, le proverbe de tout à l'heure. On parle là qu'à attendre ni si l'un ni si l'autre, c'est pas tes manèvres. Parce que pas certain que c'est MCPB fait rien, quoi. Et justement, j'ai eu cette conversation-là avec la cofondatrice de Black Lives Matter New York que j'avais interviewée. Et je lui posais la question à savoir, est-ce que, démocrate, républicain, mais elle-même me dit que c'est la même, c'est même bidin là. La seule différence, c'est que en fait, elle m'expliquait quelque chose. Elle me disait qu'en fait, elle m'a donné l'exemple de quelqu'un qui pêche.
Il y en a en fait, donc elle parlait des démocrates. Les démocrates en fait ne te donnent pas la canne à pêche pour apprendre à pêcher, alors que les démocrates là, et c'est ce qu'ils cherchent quoi. Il faut apprendre nous un genre à pêcher quoi, plutôt qu'ils bandent nous un genre poisson là pour nous manger. Alors parlons un petit peu de nos filles parce que nos filles sur le net, nous le monde qui a vu ça, ils pas savoir qu'est-ce que c'est nos filles, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Expliquez-nous ça, c'est nos filles. Qu'est-ce que tu veux dire, nos filles ou nos filles? Alors ni des Américains qui disent nos filles, mais bon, quand ils disent nos filles. Donc nos filles en fait c'est la contraction de Noir et Fier. Et c'est un média qui met en avant en fait la culture, tout ce qui est culture noire. Et en fait, disons que notre mantra, c'est l'expression, une expression qui venait de Marcus Garvey qui disait qu'un peuple ignorant de son histoire et de sa culture est comme un arbre sans racines. Et nous essayons un genre planter pour élever en fait, pour nous élever. Alors nos filles s'adressent aux Noirs qui sont à l'extérieur des États-Unis ou à l'intérieur, parce que souvent les articles sont en français, quelquefois en anglais, j'ai vu. Alors en fait, déjà nos fils ne s'adressent pas qu'à la communauté noire, nos fils au monde en fait, tous ceux qui s'intéressent justement à la culture noire. Et en fait, moi de mon côté, je suis là justement pour l'ouverture vers l'international. Donc c'est par mon biais qu'on rentre en contact en fait avec des Américains, des Jamaïcains. Je suppose que tu as vu certains de mes entretiens. Je m'entretiens avec des Jamaïcains, avec des Américains. Et on échange en fait, on apprend en fait à se connaître. Alors c'est quoi? Au départ, c'est un site internet, c'est un Facebook. Alors au départ en fait, pour l'histoire même, au départ en fait, c'est un t-shirt que le fondateur en fait a eu l'idée de mettre, Noir et Fier. Et ensuite, quand il a vu l'engouement, il a créé une page Facebook. Rapidement, on est arrivé à 400 000 abonnés. Aujourd'hui, on a 1,4 million d'abonnés sur Facebook. Et au fur et à mesure... Un peu partout dans le monde. Hein. Un peu partout dans le monde. Et beaucoup en Guadeloupe aussi. En Guadeloupe et Martinique, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Et encore remercier eux d'ailleurs, tout ça. Et ensuite, en fait, on a vu, en fait, on a compris l'intérêt qu'il y avait à créer ce média-là. Et ensuite, on l'a développé. Donc, toujours promotion il y a un YouTube, nos filles aussi. Il y a un YouTube et il y a aussi... on est aussi sur Instagram. Enfin, bon, on est sur les réseaux sociaux, quoi. Alors, comment ça se passe tu balances des articles en fonction de l'actualité ou à la demande? Comment ça fonctionne? En fait, on est une équipe. Donc, chacun a sa spécialité. Moi, je suis plus côté américain, caribéen. Et moi, en fait, j'ai commencé en fait avec des articles. On a commencé avec le livre. Ensuite, après le livre, il y a eu des articles. Ensuite, il y a eu des entretiens. Et quand ces messieurs voient que bon, Bitela a fait un genre tranquille, là maintenant, j'ai un peu mon programme où j'interviewe en fait certaines personnes. Mais nos filles sont basées structurellement où? Ils sont basés à Paris. Ils sont basés à Paris. Oui. Et donc, l'information part de là? L'information part de là. Mais bon, après, tu sais, tu as plusieurs administrateurs un peu partout dans le monde. Des pages. Donc, en fait, chacun porte sa contribution. Et on sent que c'est un média quand même qui a une influence sur la communauté. C'est toi qui peux me dire. Bonne question. Merci de l'avoir posée. Effectivement. Alors, troisième flèche à l'arc, c'est le TPI. Le TPI. Alors, TPI, au départ, son mot créole, TPI. TPI. Alors, TPI, là, ça là, vous portez là, curcuma, citron, pour alors, expliquez-moi un petit peu, qui ça va fonctionner, parce que nous, souvent, Elodie, peut-être pas oignon l'année, mais enfin quelque temps. Et elle, justement, elle cherchait à impulser un petit peu cette marque guadeloupéenne. Bien sûr. C'est un produit 100% Guada. Bien sûr. Alors bon, je t'explique un peu l'histoire. L'histoire, c'est qu'en fait, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, j'étais en fait à Miami et je faisais en fait des articles sur des entrepreneurs guadeloupéens. Et donc, j'ai entendu parler d'elle parce qu'à l'époque, elle avait des distributeurs. Donc, en rentrant en contact avec elle, et je la connaissais déjà avant, on se connaissait quand on était petit. Et donc, en fait, je voulais faire un article avec elle. Bon, le temps est passé, malheureusement, on n'a pas pu faire l'article. Et il y a quelques mois de ça, elle m'appelle parce qu'en fait, elle a l'intention d'industrialiser la production. Donc, il a crié moi parce qu'en fait, je fais ça aussi. Encore une corde à mon arc. Ce que je fais aussi, je rentre en contact avec des entreprises et je mets des entreprises internationales en lien. Et donc, elle voulait acheter justement une machine de manière à industrialiser le processus de production. Et donc, elle m'a connecté enfin bon, je l'ai connecté en fait sur un fournisseur en fait. Ça fait,
Et quand elle a vu en fait que le travail se faisait, elle m'a dit justement que ça fait 2 mois qu'elle recherche quelqu'un pour s'occuper de la communication. Est-ce que ça m'intéresse? Et puis petit pas, tu peux tomber plus mauvais que ça. Ben voilà, moi t'es sorti rivé Guadeloupe, donc voilà quoi. Donc et donc aujourd'hui justement, donc je suis en charge de la commercialisation de ce produit qui est un produit local. Alors ce produit-là, il commence à être diffusé dans toute la Guadeloupe parce que quand il a la nuit à peu près le midi, là, il y a entre 15 et 20 000 personnes qui regardent nous en Guadeloupe, en Martinique, en France. Alors faut pas laisser mon aller chercher. Non, il trouvé déjà, il est en grande surface, facilement trouvable en grande surface, et aussi dans tout ce qui est boulangerie, dans tout ce qui est station-service, etc. etc. Oui. Alors la base du produit, c'est du 100% local, bien sûr, mais avec des produits... des plantes locales. Des plantes locales. Des plantes locales. Alors, la gamme, c'est quoi? Alors, la gamme, elle est énorme. Elle est énorme, mais comme c'est un produit saisonnier, donc nous, en fait, c'est un produit frais, donc les plantes, d'une manière générale, ne poussent pas à la même période. C'est clair. Donc là, par exemple, ce que je t'ai emmené, c'est un curcuma citron poivre. Nous sommes pays à base de... Nous ni quoi, nous ni atumo, nous ni trois tasses, enfin bon. Enfin, il était parti pour mon citronnelle, le verre en bas, son et qui j'en trouvé. Donne-nous tes impressions. C'était bon. Non, il était bon parce que régulièrement, là, quand il y a un supermarché qui est pas loin d'ici, on va prendre 2 ou 3 bouteilles. Non, mais c'est un bon produit et que moi, je pense que c'est nécessaire que Guadeloupéen connaisse lui. Et surtout, ça a montré que son jeune femme, c'est clair. Guadeloupéenne, c'est sûr, qui lançait un bien comme ça, avait moyen, quand il dit avait génie, il aussi faut dire ça. Non, putain, il faut dire ça. Parce qu'Elodie, elle a beaucoup travaillé et surtout, elle avait un concept d'une machine pour pouvoir distribuer les produits directement. Et c'est cette machine dont tu m'as parlé. C'est de cette machine-là qu'on parle, exactement. Et donc, ce sera... Très bientôt. Là, nous en transaction, mais très bientôt, on pourra justement... Alors, dans différents coins qui sont... Vous savez, Bitin, on va faire au mieux. Ou Kevin, nous qui présenter au Bitin. Ok, pas de problème. Non, mais plaisir, non, mais c'est important. Non, c'est important quand même que nous montrer qu'en Guadeloupe, les Guadeloupéens qui ont fait, qui a produit et que nous ne pouvons pas boire Coca-Cola, Pepsi avec butin étranger et que nous avons possibilité avec propre produit en nous-mêmes, zèbre en nous. Fait ça et ça c'est important. Et quand il était venu ici, on en avait beaucoup parlé et moi quand il faut Guadeloupe apprendre l'habitude pour tes pays. Et c'est des produits ça. Comme nous sommes internationaux, est-ce qu'on joue quoi exporter ça? Tout ça fait partie du plan. Hein. Parce que moi est-ce qu'aux États-Unis on connaît ces pays? Tout ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Tout ça fait partie du projet. Oui, c'est important. Alors je reviens, on a fait un petit focus ça, mais quand on vient ici la musique aux États-Unis, noirs américains, tu vas dire le rap, effectivement, bon, au début, c'était Public Enemy, tout le monde a oublié ces messieurs. Mais qu'est-ce qui marche aujourd'hui aux États-Unis? Aujourd'hui, c'est plutôt. Alors, ça dépend, parce qu'encore une fois, tu as le rap commercial et tu as un rap un peu plus underground. Le rap un peu plus underground, met en avant justement la culture, etc. Et tu as un rap un peu plus violent, mais qui est quand même réaliste, comme ce qu'ils appellent de la drill, qui vient de Chicago, où bon, c'est un peu comme le gangsta rap, quoi. C'est un peu dans la même lignée, quoi. Oui. Et ça marche beaucoup, ça marche bien aux États-Unis. Quoi, tout ce qui est rap? Oui. Oui, c'est un gros marché. Au niveau même, je dis, spectacle, etc. Parce que quand même, le jazz n'a pas disparu. Non, le jazz n'a pas disparu, mais bon, aujourd'hui, la jeunesse, en tout cas, je dirais les 15-30 ans, principalement, c'est du rap qu'ils écoutent. Et il n'y a pas que des Noirs qui écoutent le rap est devenu international. Et les artistes vedettes tels, Rihanna et compagnie, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bien, c'est beau. Là, il y aura porté monnaie, mais à la base, en fait, tous ces artistes qui ont commencé avec la musique, aujourd'hui investissent dans des entreprises, etc. Elle lance une parfumerie. Elle a des produits. Beyoncé aussi, d'ailleurs. Beyoncé lance un parfum, mais il pas chiré, moi. J'ai testé. Moi, il pas chiré, enfin bon. Mais tous ces artistes-là, et la R&B, ça fonctionne quand même? Tout ça fonctionne. En fait, tout ce qui est musique aujourd'hui aux États-Unis, de toute façon, la musique noire, d'une manière générale, continue à évoluer. Et puis bon, il y a différentes influences et il y a différents types en fait qui se créent au fur et à mesure. Je sais qu'à l'époque, Kassav est passé aux États-Unis, à New York, je crois, si je ne me trompe pas. Ce type de musique peut intéresser les Américains. Bien sûr. Il y a un public, hein. Il y a un public pour Kassav. Il y a un public. Parce que Miles Davis, quand il était venu en Guadeloupe, il écouté Kassav, il t'a dit qu'il avait fait un butin avec eux. Donc, globalement,
le black américain, l'afro-descendant américain aujourd'hui, il se porte mieux dans ce pays? Ou bien c'est toujours aussi compliqué en dehors de monde, des meurtres, enfin des assassinats par les policiers, etc. Est-ce que le noir américain, il est proud and black and proud? Black and proud. En tout cas, il essaie de l'être avec les outils qu'il a à sa disposition. Mais dans toujours, la situation du noir reste la même, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Après, c'est eux qui se font leur place. Oui. Et je fais encore un lien avec le proverbe du jour. Oui. C'est yo capoté manève et ils se construisent en fait au fur et à mesure, quoi. Oui. Deux petits mots quand même sur la communauté haïtienne à Miami. Elle est importante, je crois. Hein. Oui, elle est en tout cas plus importante que la communauté guadeloupéenne. Oui. Et yo capoté bon manève aussi. Oui. Hein. J'avais beaucoup d'amis justement haïtiens là-bas. Et ben yo capoté manève, quoi. Tout le monde capoté manève. Et les Cubains? Les Cubains aussi, les Cubains aussi. Et ils sont organisés par contre. Hein. Ils sont super organisés. D'accord. Ah ouais. Ouais. Bon, ben écoute, on est bien content de te recevoir. Bah, quoi, c'est la dernière fois là? Ben, c'est vous qui dites moi, après ça là. Je rappelle donc, sorti de ce bouquin il y a 3 ans exactement. Exactement 3 ans, en 2019, en avril 2019. Et bouquin qu'il faut avoir lu pour. Alors, il faut le dire, ce bouquin-là, il est traduit en anglais. Oui, il est sorti en anglais. Il a tracé sa route aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est référencé à l'université de Princeton. Ouais. J'ai vu qu'en Martinique aussi, ils l'ont référencé. Eh ben, peut-être bientôt à Fouillol. Respirer quand même. Hein. On peut dire ça. Je remercie Pascal. C'est moi qui te remercie. On va dire welcome. Ok, hold on. Surtout, hold on. Ok, on revient à l'actualité très rapidement. Un petit mot sur ce professeur boursier qui est venu réaliser pour la première fois une thrombectomie. Maxime Morel a assisté. On regarde. Le 22 mars, il y a une première thrombectomie qui a été effectuée en Guadeloupe par le professeur Romain Boursier du CHU de Nantes. Donc c'était un projet sur lequel nous avons travaillé depuis de longs mois en collaboration avec l'ARS, donc Dr Hollandais et moi-même, pour pouvoir avoir l'autorisation pour effectuer cette thrombectomie. C'est une première en Guadeloupe. On est donc intervenu sur une patiente de 66 ans qui avait une occlusion de la carotide interne droite. Il a fallu intervenir rapidement pour recanaliser, c'est-à-dire rouvrir ce vaisseau, retirer le caillot et permettre donc une récupération neurologique avec une patiente qui est en train de récupérer de ses symptômes, qui était donc une paralysie du côté gauche. Ces patients avant devaient être transférés en Martinique puisque cette technique n'était pas réalisée ici. On avait tout ce qu'il fallait ici en termes de radiologie, de neuroradiologie, toute la filière était très bien établie, mais il manquait en fait les compétences pour réaliser ce geste. Et donc mon but c'est d'assurer une permanence de soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant ma présence ici, mais aussi de former des gens pour qu'à terme ce geste soit réalisé par des Guadeloupéens ici et des gens qui restent fixes au CHU de Pointe-à-Pitre. Ce que cela va changer, c'est que finalement, nous ne serons plus obligés de transférer nos patients en Martinique parce que c'est ce qui a été fait avant. Mais du fait de ne pas avoir l'hélicoptère qui est disponible, il y avait un grand délai en fait entre le temps où le patient arrivait au CHU et le temps où il arrivait au CHU de la Martinique. Donc du coup, ça va nous permettre d'intervenir le plus rapidement possible puisqu'on sait que pour l'AVC, chaque minute compte. Donc c'est très important que les patients soient pris en charge ici. En cas d'AVC, chaque minute compte. Il faut se appeler le plus vite possible le 15. Notamment devant des symptômes qui sont comme un trouble de la parole, le visage un peu de travers, mais surtout une paralysie d'un demi-corps. Quand on ne peut plus bouger la jambe ou le bras, c'est une urgence absolue parce que chaque minute qui passe, c'est 2 millions de neurones perdus et il faut intervenir le plus vite possible. C'est pour ça qu'il était très important de réaliser ce geste à Pointe-à-Pitre pour les patients et pour donner une chance supplémentaire aux Guadeloupéens de récupérer quand ils font un AVC. Voilà, on revient avec vous dans un instant de prendre une petite pause. Et on sera dans la deuxième partie du ZCL News avec Karine Bailieu, Jonathan Lacavé et Solène Balaguette. À tout de suite.
Donc quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? Non, brasseur, moi, tu as... À part là, on y l'aime. Depuis tout petit, votre maman, on y l'aime, on s'en It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping.